Ce que je vous propose avec Philippe, nous vous proposons bien, de vous présenter notre thématique du jour. Cette thématique d'actualité, Philippe, qui nous a paru être intéressante de traiter aujourd'hui dans le contexte particulier qui conduit beaucoup d'entreprises à se poser des questions liées à leur restructuration et à leur évolution dans le cadre d'un carve-out possible. Le carve-out n'est pas une notion juridique, c'est un terme anglo-saxon qui signifie extraction, externalisation ou détourage d'une activité qui peut avoir lieu au travers donc, soit d'une cession d'actifs, soit d'une cession de titres. Ce sont des opérations qui aujourd'hui sont particulièrement donc d'actualité et nous sommes typiquement comme en 2009 ou en 2010 dans une période où beaucoup d'entreprises considèrent la nécessité donc de faire évoluer leur périmètre. Alors, ce que nous vous proposons, c'est de commencer d'abord par la présentation des modalités de séparation et de détourage finalement de ces activités sur leurs conséquences juridiques avant de nous intéresser plus particulièrement aux risques associés à certaines typologies particulières de carve-out. D'abord par, je dirais, la première la plus simple, consistant donc à céder une société, qu'elle soit dans une situation, je dirais, un petit peu compliquée au plan financier, ou bien qu'elle ne soit plus, je dirais, développer une activité stratégique pour le groupe auquel elle appartient. Pour certains aspects, on peut considérer que c'est une opération assez simple, puisque l'ensemble des activités sont déjà regroupées dans la structure. On est dans un mode de continuité d'exploitation. On va passer maintenant au point particulier qu'il faut avoir présent à l'esprit lorsque l'on procède à un carve-out au travers d'une cession d'actifs. Alors, cession d'actifs qui peuvent être une cession d'actifs isolée ou une cession d'actifs constitutifs d'un fonds de commerce, voire d'une branche d'activité si on procède à un apport, par exemple, d'une branche complète d'activité. Il va falloir se poser la question quelle est la nature véritablement et quels sont les éléments d'actifs que je vais céder. Je vais passer maintenant à une rapide description de la troisième typologie de structuration d'un carve-out qui est très communément utilisée en France par rapport à d'autres pays parce qu'en fait elle s'appuie sur un ressort que nous ne connaissons qu'en France, qui est la transmission universelle de patrimoine. Alors, on peut être là dans deux cas de figure. On peut procéder à un apport de fonds de commerce, un apport d'actifs, suivi ensuite de la cession des titres de la structure qui aura été constituée à cet effet, ou alors carrément dans l'apport d'une branche complète et autonome d'activité qui sera suivi ensuite de la cession des titres. Dans ce deuxième cas, à la différence du premier, on aura transféré à la fois les actifs et les passifs attachés à la branche d'activité. Donc, vous trouverez une petite présentation des différentes possibilités d'apport-cession qui existent selon le schéma que vous retenez. Je passe la parole à Philippe, qui va nous présenter maintenant les aspects sociaux du carve-out. Allez, un peu de social. Donc, j'ai l'habitude pas de dire, mais de constater que c'est parfois la préoccupation dernière de nos clients, juridique et fiscal étant vus comme des outils et des opportunités, et le social, à tort, comme une contrainte. En premier lieu, la sacro-sainte information-consultation du CSE, qui a lieu certainement dans le share deal. La plupart du temps, sauf si l'actif est vraiment mineur pour l'asset deal, et ce sera l'occasion d'ailleurs côté asset deal, éventuellement d'un débat sur l'application de l'article, le fameux article L1224.1, j'y reviendrai. La consultation portera sur ce qui va partir, ce qui va être cédé, alors le pourquoi, le projet, les perspectives, les engagements éventuellement. Le moment de la consultation, on le connaît, c'est préalable au transfert ou à la cession. S'agissant des instances à consulter, une différence, le principe c'est le CSE évidemment, une petite différence quand même, c'est que pour le share deal, le propriétaire de la filiale verra son CSE également consulté. Sur les contrats de travail, le share deal n'a aucun effet. Alors, on est parfois interrogé sur le sujet, on a parfois même des clients qui ont l'air surpris, mais c'est tout simple. Vous vendez une filiale, les salariés conservent leur employeur reste la société Tartemol, qui est possédée par d'autres personnes, physiques ou morales,
mais l'employeur demeure. Donc il n'y a pas de changement d'employeur et il n'y a pas, au sens strict, de transfert des contrats de travail. Autre différence radicale, c'est sur le statut d'entreprise, au sens accord collectif. Les accords collectifs demeure en cas de share deal, donc la société part avec son statut collectif, à la différence de la set deal où mécaniquement elle a encore deux droits sans que personne n'ait rien à faire et ne puisse s'y opposer, les accords collectifs sont mis en cause de façon certaine. Alors deux focus sur le share deal d'abord et ensuite sur la set deal. Il a un nom qui parfois fait frémir nos clients, c'est la loi Hamon. Donc il ne s'applique qu'au share deal, mais que ça s'applique aux cessions de sociétés. Lorsque vous vendez une participation de plus de 50% des parts sociales d'une SARL, ou des actions d'une ESA ou un fonds de commerce, sans forcément rentrer dans le détail des conditions. Focus sur l'asset deal, c'est peut-être le plus compliqué lorsqu'on ne vend pas une société, c'est l'application ou non de l'article L1224. C'est une appréciation au cas par cas. Alors on connaît tous les critères, ce sont les salariés dédiés, opposés à polyvalent entre plusieurs services, c'est l'existence d'une entité économique autonome caractérisée par un encadrement dédié, des salariés dédiés, des locaux, l'identification sur l'organigramme, des habilitations spécifiques. Donc un ensemble d'éléments qui font dire qu'on a une sorte de micro-entreprise dans l'entreprise. Parfois c'est simple et c'est applicable, parfois c'est simple et c'est pas applicable, et dans un certain nombre d'hypothèses, il est clair que c'est pas simple. Dernier focus sur l'asset deal, c'est quand même de se poser la question de ce qui se passe et de ce que sont nos contraintes et obligations lorsque l'on n'a pas application de l'article L1224.1 du Code du travail. Il faut se poser la question des alternatives. La première, c'est le transfert conventionnel, auquel on peut d'ailleurs recourir d'emblée lorsqu'on est dans l'incertitude. Et puis pour ceux qui ne sont transférés ni de droit ni conventionnellement, eh bien, ce que j'ai appelé gestion interne avec des guillemets, on peut imaginer le repositionnement, la réaffectation au sein d'une autre activité, le licenciement pour motif économique. Voilà pour ces aspects sociaux et on va faire un peu de droit fiscal. Voilà. Je vais vous proposer un petit tour d'horizon général. On ne va pas rentrer dans les détails. Le premier point, c'est la plus-value de cession. Lorsqu'ils cèdent des titres, alors on va parler de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans. Et dans ce cas-là, eh bien, force est de constater qu'on a un régime quand même fiscal en France relativement attractif puisqu'on a une exonération de la fiscalité sur la plus-value, alors qu'en revanche, la cession des actifs entraînera, elle, une taxation à l'impôt sur la plus-value de droit commun. En matière de droit d'enregistrement, ça a souvent été un élément différenciant en défaveur de la vente de fonds de commerce. Et retenons que le montant, finalement, s'élève à 5% au-delà de 200 000 €. Ce qui concerne le transfert des déficits, lorsque vous cédez une société, eh bien, vous conservez en principe les déficits sous réserve de ne pas modifier fondamentalement l'activité de la société cédée. En cas de continuité, de reprise de titre, continuité de la société, naturellement, on continuera à bénéficier des crédits d'impôt sous réserve qu'on remplisse toujours les conditions de leur octroi, qui ont conditionné leur octroi initialement. Mais il y a poursuite de l'activité, donc poursuite du bénéfice des crédits d'impôt, alors que cela n'est pas possible, bien sûr, en cas de cession des actifs, naturellement. Un petit focus maintenant sur le régime fiscal des APA. Le régime fiscal des APA est indépendant du régime juridique de décision auquel on peut juridiquement soumettre l'opération. On n'est pas obligé de soumettre l'opération au régime juridique de décision pour bénéficier du régime fiscal avantageux des APA. En matière de droit d'enregistrement, c'est une exonération totale aussi. Enfin, une exonération de TVA, comme je l'ai dit, puisqu'on transfère une universalité de patrimoine. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime particulièrement favorable ? D'abord, ce régime ne s'applique qu'entre sociétés soumises à l'IS. Il faut en plus que l'apport soit rémunéré par l'attribution de titres. Enfin, donc, je passe sur les dernières conditions qui sont présentées. Cette partie sur l'analyse, la mise en œuvre d'une opération de carve-out, risque d'ordre juridique et surtout sociaux. Les motifs de risque essentiels que l'on voit, tout ce qui peut tourner autour du manque de transparence entre les parties, entre l'acheteur et le vendeur, toutes les causes de nullité d'une opération, eh bien, doivent être prises en considération de manière attentive lorsque l'on se trouve dans une situation un peu compliqué d'un point de vue économique. Autre aspect présent à l'esprit, c'est la cession qui intervient en période suspecte. Alors, focus sur les risques sociaux,
on va retrouver un peu les mêmes sujets. Lorsqu'on a des sociétés qui étaient imbriquées ou des actifs qui étaient imbriqués, des risques inhérents, voilà, un peu la situation passée et puis éventuellement la situation construite pour le lendemain. On retrouve les arrêts UPS, Samsonite et autres avec le premier bullet point. Les conséquences sont les mêmes. C'est le risque de nullité des licenciements qui auraient été prononcés. C'est le risque de réintégration des salariés au sein de la société vendresse. On a évidemment mis la baisse de motivation des salariés, également s'agissant des risques sociaux. Comment éviter les risques ? Alors, on a fait une petite liste à l'après-vert, peut-être. On l'a bien vu, évidemment, la réalisation d'un audit juridique, social, fiscal. J'ai dit un mot de la restructuration avant la session. Un autre conseil en matière de risques à éviter, les problématiques RH à anticiper. La vérification par le vendeur de la crédibilité, de la viabilité du plan d'affaires. Si on se trouve vraiment dans une situation difficile, eh bien, c'est de se faire accompagner par un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Je crois que Denis a très envie de parler d'un sujet. Un sujet qui est important dans le cadre d'un carve-out, c'est qui se passerait mal. C'est d'avoir présent à l'esprit aujourd'hui la possibilité, si on veut mettre en œuvre une opération de cession rapidement, d'utiliser le recours à la procédure du pré-PAC cession. Lorsque la cessation des paiements arrive, car je le rappelle, la conciliation suppose qu'il n'y ait pas de cessation des paiements, mais si elle doit arriver, eh bien vous pouvez mettre en œuvre tout ce qui a été préparé pendant la conciliation, vous pouvez le mettre en œuvre dans le cadre de la période d'observation suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. On vous remercie de votre attention. Merci Denis et à bientôt. Au revoir.